On va passer à la communication suivante. Le stenting est le traitement de référence des lésions athéromateuses de novo de l'artère fémorale commune. Donc là, il n'y a pas de point d'interrogation. On pourrait presque mettre un point d'exclamation, semble-t-il. Professeur Goueffic, chirurgie vasculaire de Nantes. Merci beaucoup. Je vois que le teasing de hier a marché, puisque vous êtes nombreux ce matin, c'est parfait. Donc effectivement, pourquoi le stenting de l'artère fémorale superficielle commune et de l'artère fémorale commune, est devenu le traitement de référence? Alors, moi je vais vous raconter une histoire qui a commencé en 2004, je pense que c'est la deuxième année de mon clinica. Et donc j'ai eu l'occasion de prendre en charge un patient, alors l'âge à peu près 65 ans, relativement jeune, qui présentait à cette époque-là une ischémie critique du membre inférieur droit. Et donc ce patient-là, avec des antécédents, je dirais, relativement classiques, est mis en évidence une sténose serrée de la fémorale commune. Le problème de ce patient-là, il était à ce moment-là hospitalisé en cardiologie pour une insuffisance cardiaque et il était intouchable chirurgicalement. En loco-régional ou en local, ça se présentait mal également et j'ai eu à le prendre en charge et je l'ai traité de façon endovasculaire avec un stent, ce que nombre d'entre vous ont eu l'occasion de faire ici. Cependant, ce patient-là, je le revois 2 ans après. Et il m'apprend, parce que c'est un mec assez dynamique, il a acheté un tapis roulant, que sa fonction cardiaque va mieux et qu'il s'est mis à se rééduquer. Et là, je me dis, le tapis roulant, ça peut être dangereux avec un stent, ou sans stent. Et je me dis, mais je m'inquiète un petit peu pour le résultat de ma procédure. Je dis, je vais avoir une catastrophe. Et donc, je le vois arriver en consultation, je le descends à la radio et je fais des radios. Je fais ces radios-là, face profil. Donc c'est un stent Luminex à l'époque. Et 2 ans après, eh bien, on a ce résultat-là avec un patient qui, effectivement, cliniquement, s'est amélioré parce qu'il était commerçant à Nantes, il avait acheté un tapis roulant, il avait développé son truc, et puis les cardiologues lui avaient mis un stimulateur multisite, sa fonction cardiaque s'était améliorée. Mais voilà, on travaille dans un hôpital universitaire, on a le droit à se poser des questions et de les évaluer. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, première chose, on a fait de l'anatomie. Là, c'était ces cas d'anatomie, c'est des patients au laboratoire d'anatomie. On a mis des stents au niveau de la fémorale commune, et puis en bougeant la hanche sur différentes extensions, sur différents profils, faces, on a vu un petit peu comment la fémorale commune se comportait. Vous voyez très bien ici, par exemple, que la fémorale commune qui est limitée par ces 2 traits rouges, quelles que soient les incidences, notamment ici de profil avec une extension à 90 degrés ou même à 45, elle bouge extrêmement peu, elle est fixée en fait entre les épigastriques et puis la profonde, donc elle ne bouge pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a la chance maintenant de pouvoir développer de la recherche fondamentale et on s'est posé la question également, mais qu'est-ce que c'est cette plaque au niveau de la fémorale commune? Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Et en fait, dans différents papiers, on a pu montrer, c'est un travail d'ailleurs de recherche fondamentale qu'on mène actuellement, on a pu montrer que cette structure-là, ce bourgeon coralliforme qu'on a, que les chirurgiens vasculaires connaissent très bien, c'est de l'os. Ça, c'est l'anatomopathologie de la plaque. Avec, là, en noir, vous avez des ostéocytes de l'os, exactement comme un fémur. Et au milieu, c'est de la moelle osseuse. Donc ça, c'est 60% des plaques au niveau fémoral commun. Donc on a, effectivement, au niveau fémoral commun, on a des structures extrêmement costauds, quoi. Donc on peut deviner également qu'avec une simple angioplastie, on ne va pas aller loin. Donc, à cette époque-là, travailler avec une interne qui était brillante, qui est toujours brillante, qui est installée à Valence maintenant, et alors Azema, et puis on a dit, tiens, alors, on va faire ta thèse là-dessus. Donc, les patients, on va les inclure dans un registre, et puis on va les surveiller, voir un peu ce qu'ils donnent. Alors, au départ, effectivement, on a inclus les patients qui étaient à haut risque chirurgical, qu'on ne voulait pas opérer. Et il faut avouer que sur les 40-50 patients qu'on a inclus dans ce registre-là, plus ça allait, plus on proposait ça en première intention. Donc ça, c'était entre 2006 et 2008. Donc, ce travail nous a permis d'abord d'établir une classification qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est vrai qu'elle est relativement cohérente. Je vous la décris rapidement. Le type 1, ce sont des lésions qui partent de l'iliaque externe et qui viennent mourir sur la fémorale commune. Le type 2, ce sont des lésions localisées à la fémorale commune. Le type 3, c'est des lésions plus complexes qui viennent au niveau de la bifurcation, donc au niveau de l'ostium de la fémorale superficielle ou de l'ostium de la fémorale profonde, ou des deux. Et le type 4, c'est des lésions de rosténose, de pontage ilio-fémoraux ou fem-fem. Dans ce registre, qu'est-ce qu'on a pu montrer? Et c'est intéressant pour la suite,
puisqu'il faut considérer ça comme une étude pilote. Dans ce registre, on a montré que le taux de mortalité et de morbidité périopératoire, donc dans les 30 jours, était de 5%, que globalement, sur l'ensemble de nos patients, qui est vraiment des patients, notamment au début de l'expérience, qui étaient vraiment des patients sévères, on avait 80% d'amélioration clinique, qu'on avait 15% de réintervention, mais que ces réinterventions étaient liées à la dégradation de l'étage aorto-iliaque et pas finalement de problèmes liés au niveau du trépied fémoral. En tout cas, c'est ce qu'on avait pu observer sur cette série-là. Que le taux de rosténose était de 20%, mais que ce taux de rosténose impliquait dans très peu de nombre de cas une réintervention par angioplastie ou chirurgie. Et enfin, on a eu dans cette série-là un cas de fracture de stent. Et ce qui était cohérent avec l'étude anatomique, c'est que cette fracture de stent est survenue sur un type 1, sur un stent donc, qui partait de l'iliaque externe jusqu'à la fémorale commune, et que la fracture était au niveau de l'iliaque externe, c'est-à-dire la zone mobile de cette portion artérielle. Alors, à partir de cette étude, bon, là je vous montre un petit peu en pratique comment on fait. Ça c'est déjà assez ancien, ça date de 2008, mais bon, on pratique toujours la même chose à peu près. Crossover, toujours la même chose, un guide thyronostif, une sonde UF. C'est la voie d'abord des internes, hein, quelle que soit la procédure. Vous voyez que c'est une lésion sévère du trépied fémoral avec une sténose préocclusive de la fémorale superficielle, une sténose serrée ici de la fémorale profonde, donc on est sur un type 3, lésion de la bifurcation. Donc ce qu'on va faire dans ces cas-là, on prend un intro de 7,45 qui va nous permettre de traiter en kissing la lésion. Donc on va glisser, et ça c'est comme en chirurgie, ce qui nous intéresse d'abord c'est la fémorale profonde, c'est l'artère qui est la plus importante à ce niveau-là. Donc on glisse un 0,14 ici dans la fémorale profonde. On glisse ensuite un 0,14 dans la fémorale superficielle, et puis on va réaliser un kissing stent. Alors à l'époque, les stents étaient moins bons, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas les mettre en même temps. Maintenant, on les glisse en même temps. Donc là, on en mettait un puis l'autre. Donc vous voyez là, celui-ci qui va se glisser dans la fémorale profonde. Et puis le deuxième stent va venir également dans la fémorale superficielle. Puis on va les inflater en même temps. On va voir sur le film, c'est rapide. On vérifie le positionnement du stent ici. Maintenant même, on a la chance de pouvoir faire ça sous fusion en salle hybride. C'est encore beaucoup plus confortable. On s'irradie moins. Mais le principe reste rigoureusement le même. Ce qui est encore plus facile, c'est de poser les deux stents en même temps, puisqu'on les pousse en faisant point fixe sur les deux guides 0,14 et ils descendent en même temps. Donc là, voilà, c'est le kissing. On voit le deuxième stent s'inflater. Et puis le résultat radiologique, et puis avec l'injection qui suit derrière. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on faisait. Mais c'est ce qu'on faisait à Nantes. Hein, et bien sûr, on se pose à ce moment-là des questions. On a le droit de se poser des questions. D'abord, pourquoi faire ça ? Parce que, de toute façon, et on en a parlé hier, la chirurgie, c'est facile. C'est facile, la chirurgie. C'est exactement facile comme un chirurgien cardiaque qui me disait, mais de toute façon, il a une lésion derrière le sternum, aux collègues cardiologues et pneumologues, on va lui faire juste une sternotomie, on va aller prélever son truc, et puis on fermera, quoi. On fait juste une sternotomie. On fait juste, effectivement, pour nous, chirurgiens, juste une sternotomie ou un abord du scarpa, c'est pas grand-chose, sauf que pour le patient, c'est quand même mieux pour lui si on rentre par l'intérieur. Après, c'est la question de faut-il stenter ou pas. On a vu tout à l'heure que les plaques avaient une structure particulière à ce niveau-là et qu'on avait une tendance quand même à aller plus sur le stent. Le problème, effectivement, de la durabilité de la procédure et du risque de fracture, on avait un registre limité avec un suivi limité, il fallait voir ça à plus grande échelle. La présence de calcification, ces grosses calcifications coralliformes qui pourraient limiter le résultat de la procédure. Et puis enfin, le souci de se priver de cette autoroute que représente la fémorale commune pour les différentes procédures qu'on a réalisées. Donc on a toutes ces questions-là. Et la meilleure façon d'y répondre, c'est d'abord de regarder la littérature. Hein, c'est vrai qu'on fait tous bien, dans notre centre, on a toujours 0% de complications, et que les complications, c'est dans les centres extérieurs. Sauf que quand on regarde la littérature ici, les Américains, alors certains me disent qu'il faut opérer, mais enfin bon, quand même, là on est une série de 1800 patients. Alors qu'est-ce qu'ils montrent, ces Américains ? Bien, d'abord, c'est la plus grosse série jamais publiée sur la fémorale commune. 1800 patients, entre 2005 et 2010. Et là, ils reportent la mortalité périopératoire à partir d'une base. Donc cette base qui a tendance à sous-estimer en plus les reports, puisqu'on n'est pas sur une base prospective. Ils reportent un taux de morbimortalité de 15%. Alors, il y a des décès, peu, hein, 1%. Il y a des patients qui reviennent hospitalisés, il y a des complications cardiologiques, pulmonaires, et puis la grosse part, c'est des complications cutanées. Et quelle est la conclusion de ce papier, qui est relativement récent, 2015 ? C'est que, malgré ce qu'on pense, la chirurgie du trépied fémoral n'est pas aussi bénigne qu'elle n'en a l'air. Première chose.
Deuxième chose, si on regarde maintenant les plus grosses séries au niveau de l'angioplastie, au niveau du traitement endovasculaire, c'est séries allemandes et autrichiennes, des registres rétrospectifs où, dans une faible portion de cas, ils avaient stenté. Ils avaient beaucoup travaillé en angioplastie, avec des résultats relativement moyens. Chose intéressante, ils retrouvent des complications périopératoires. Vous voyez, nous, on était à 5%, ils sont à 6%. Donc, bon, voilà. Des taux de rosténose également pas négligeables. Mais les deux conclusions de ce travail-là, c'est que lorsqu'on met en place un stent, eh bien, on améliore les résultats. On diminue le taux de réintervention et on augmente le taux de perméabilité. Donc, le stent, d'après ces études-là, plutôt que l'angioplastie, et le traitement, en tout cas endovasculaire. Alors, maintenant, on a une question, il faut y répondre. Donc, on avait mis en place, avec Reda et Lorc, cette étude prospective randomisée, qui s'appelait TECO, avec différents centres universitaires, avec 17 centres à peu près en France. C'était une étude qui avait été sponsorisée par le gouvernement, puisque c'est un PHRC. Et rapidement, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'était une étude qui était designée pour inclure 120 patients, et on a effectivement inclus ce qu'il fallait, randomisé. Et qu'est-ce qu'on a inclus comme patients? On a inclus d'abord des patients avec des lésions de novo. On n'a pas inclus de rosténose. On a exclu les rosténoses, on a exclu les thromboses. Donc c'était ciblé sur un type de patient particulier qui représente la plus grosse partie de nos patients. On s'est appuyé sur la classification qu'on avait établie lors d'études pilotes, en excluant les rosténoses, donc les types 4, et en conservant les types 1, 2 et 3. En établissant un traitement par un stent en nitinol pour les lésions de type 1 et 2, et pour les lésions de type 3, comme on l'a vu dans le film, des stents balloon expandable pour le traitement des ostias, des fémorales profondes et superficielles. Alors, les procédures très simples. En chirurgie ouverte, puisqu'il n'y a pas de gold standard, la littérature n'a pas montré de différence entre le pontage et l'endectomie, on laissait au centre le choix de leur technique. En endovasculaire, le type d'anesthésie était laissé au choix du centre, le type de l'approche également. On imposait un stenting primaire, avec les stents qu'on a vus précédemment, sans nom de marque, et le traitement antiplaquettaire est également laissé libre choix. Point important, qui était le primaire pour comment on a designé cette étude-là. L'hypothèse était la suivante. Le critère primaire, c'était un critère de morbimortalité à 1 mois. C'est-à-dire, l'hypothèse, c'était qu'on avait plus de complications dans le groupe chirurgie versus le groupe endovasculaire à 1 mois. Et les critères secondaires, c'est les critères classiques, perméabilité, IPS, etc. Alors voilà le flowchart de cette étude qui a été publiée dans le JACC il y a cet été. Donc on a 120 patients inclus, 17 patients qui ont effectivement été randomisés, 58 dans le groupe chirurgie et 54 dans le groupe endo. Alors c'était les balbutiements de la recherche clinique en chirurgie vasculaire. Il y a quelques anecdotes. Par exemple, des patients qui ont été inclus dans le groupe endovasculaire, le chirurgien a oublié que le patient était dans le groupe endovasculaire et au moment où il l'a traité, il lui a fait un traitement chirurgical. C'est pour ça qu'on a des crossovers entre les deux groupes. Bon, c'est arrivé 2 ou 3 fois. Donc, à partir de ce... juste une dernière chose, peut-être, à 2 ans, puisque l'étude, l'endpoint était à 2 ans également, on avait 43 patients et 42 dans les deux groupes. Donc avec un suivi relativement correct, très peu de pertes de jus. En termes de données démographiques, on avait des patients relativement standards, vous voyez, 68 ans, ce qui est à peu près le patient claudiquant habituel dans les études cliniques concernant l'artériopathie. Un taux de diabétique entre 30 et 40% également qui match avec ce qu'on peut observer au niveau infrainguinal pour ce type de patient, un peu d'insuffisance rénale, et puis une grosse majorité de claudiquants. Vous voyez, là, on a 92% dans le groupe chirurgie et 82% dans le groupe endovasculaire. Maintenant, c'est intéressant cette diapo, puisqu'on voit que la plupart des lésions qui ont été traitées sont des lésions complexes. Dans plus de 50% des cas, donc 56 et 61%, on a des lésions de type 3, c'est-à-dire pas des lésions simplement localisées à la fémorale commune, mais des lésions qui touchaient l'ensemble du trépied fémoral. Alors, ça c'est intéressant puisque ça donne aussi une image de la pratique actuellement en France pour la fémorale commune, en chirurgie. Vous voyez que le traitement privilégié, ce n'est pas l'endartectomie avec le patch veineux, comme tout le monde peut le dire, c'est l'endartectomie avec le patch prothétique, 64% des cas, et puis il y a un peu de prothèse. En endovasculaire, on a on a essentiellement du crossover, comme moi d'abord. Alors ça, c'est la partie la plus intéressante, c'est le critère primaire. Alors qu'est-ce qu'on a comme résultat sur le critère primaire? Eh bien, la chirurgie, on a 26% de morbimortalité
Et en stenting, on a 12%, et là, c'est en intention de traiter, c'est-à-dire qu'y compris les patients qui étaient le groupe endovasculaire, qui ont été traités en chirurgie, sont dans cette partie-là. Ce qui est intéressant, c'est également l'analyse per protocole, c'est-à-dire que c'est vraiment uniquement les patients qui ont été randomisés dans un groupe et qui ont eu ce traitement qui sont là. Et là, on a 26% également de complications dans le groupe chirurgie et 6,4% dans le groupe stenting. Cela dit, que ce soit une intention de traiter ou un per protocole, dans les deux cas, il y a une différence significative en faveur du traitement endovasculaire pour une diminution de mortalité. Alors, si on regarde les complications générales, il y a un AVC dans le groupe endovasculaire, qui est un AVC qui est survenu à 1 mois, juste à 1 mois après, donc on ne peut pas le relier à l'intervention directement. Complications locales, et ça ne vous étonnera pas, les principales complications locales sont des complications les principales complications sont des complications cutanées, liées donc à des retards de cicatrisation ou des paresthésies chez les patients qui reviennent 1 mois après. Alors maintenant, ça c'est quand même aussi un point important, c'est à 2 ans. À 2 ans, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, si on regarde en termes cliniques, hémodynamiques ou morphologiques, si on regarde les deux groupes, il n'y a aucune différence en termes de survie. Aucune différence en termes de perméabilité, aucune différence en termes de réintervention et aucune différence en termes d'IPS. Strictement rien à 2 ans entre les deux groupes. Voilà. On peut très bien repiquer dans une artère, ça c'est un stent supéra pour ne pas le citer, on repique dedans, on remet un trou de C French. Et puis on s'est intéressé, l'étude pilote que je vous ai présentée initialement, on l'a repris, l'étude pilote, en reprenant les patients, en regardant à 5 ans s'il y avait des fractures de stent. Il n'y a aucune fracture de stent sur cette série-là à 5 ans. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ce travail? Chez les patients qui ont des lésions de novo de l'artère fémorale commune, la morbimortalité périopératoire est plus faible dans le groupe endovasculaire par rapport au groupe chirurgical. Et qu'à 2 ans, les résultats cliniques, morphologiques et hémodynamiques sont rigoureusement identiques entre les deux groupes. Je vous remercie pour votre attention. Oui, alors y a-t-il des questions, Robin? Alors, je pense que le Dr Ayari doit avoir des questions, non? J'aurais dû aller un peu plus long pour avoir moins de temps de discussion, comme ça, j'étais tranquille. J'entends pas. Oui, déjà depuis un petit moment. Ouais. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais des collègues au départ qui me regardaient bizarrement. On est une équipe de 6 à Nantes. Et mes collègues sont plus âgés que moi, ils me regardaient un peu bizarrement. Et maintenant, c'est devenu un traitement pour l'intention pour eux aussi. Problème de micro, semble. Ouais. Dans ta première slide, sur l'étude anatomique, on voit très bien que la partie de la fémorale commune médiane est immobile, fixée par la profonde et les épigastriques. Qu'en est-il de cette jonction de la fémorale commune et la fémorale superficielle et la fémorale profonde, parce que c'est les lésions de type 3 et qu'on est amené à stenter. A priori, tu n'as pas eu de fracture de stent. Ça se confirme a priori, et comment tu l'expliques à ce moment-là? Parce que c'est des zones de mobilité importantes et on peut se poser cette question, surtout c'est des stents. Maintenant, tu utilises des stents sur ballon ou des stents auto-expansibles a priori? Auto-extensible dans la fémorale commune et sur ballon sur les ostias. Sur la fémorale superficielle, il y a une zone en fait de contrainte anatomique qui sont les premiers centimètres de la fémorale superficielle avec le tendon du sartorius. Et le tendon du sartorius peut faire bio. Je ne sais pas, à un moment je faisais ça il y a quelques années lorsque on stentait avec des stents balloon expandables l'origine de la fémorale superficielle mais un peu plus bas. Ça m'est arrivé d'avoir des stents avec des stents balloon expandables pour être très précis. Ça m'est arrivé d'avoir des stents balloon expandables complètement broyés et par ce tendon du sartorius. Ensuite, concernant la partie proximale, il y a une zone effectivement à risque qui sont les premiers centimètres de l'iliaque externe, qui est la zone en fait lorsqu'elle remonte de l'hypogastrique, parce qu'elle est voilà. Donc c'est une zone extrêmement mobile. Encore une fois, sur la fémorale commune, on n'a pas de fracture. Et là, avec 5 ans de recul sur l'étude publiée. Oui. Question, Carmine? Alors là, on raisonne à court terme, puisque tu as des résultats à 2 ans, 5 ans. On sait que l'artériopathie est une maladie qui est évolutive, que ce soit l'étage proximal ou distal. Quand on fait une endartérectomie, souvent on récupère plusieurs branches de la fémorale profonde, la circonflexe latérale externe, la circonflexe profonde, voire le tronc du crococipital, donc ça permet d'avoir un geste complet. Alors que là, en mettant un seul stent, tu as qu'un seul axe, tu ne récupères pas forcément les autres artères. Alors ma question est, quand tu dois faire une revascularisation proximale avec un anastomose qui atterrit au niveau du trépied fémoral, ou qui est le départ d'un pontage périphérique, comment tu fais? Si tu as un stent, tu ne peux plus faire de l'anastomose, à moins que tu sectionnes le stent avec une pince
tu fasses anastomose. Alors moi, j'ai eu une patiente il n'y a pas longtemps qui j'ai fait une chirurgie de trépieds fémoraux des deux côtés pour une claudication. Elle a développé une coronaropathie, elle avait besoin d'un pontage coronarien quelques mois plus tard. Initialement, il n'était pas prévu de prendre la safène parce qu'elle avait une thrombose fémorale superficielle bilatérale très étendue. En fait, en péropératoire, ils ont besoin de prendre la safène jambière. Elle a fait une nécrose. Je lui ai fait un pontage fémoropoplité. Pendant la convalescence du pontage, elle a développé un escarre de l'autre côté. Je vais faire un deuxième pontage fémoropoplité. Comment tu peux gérer une patiente qui a 2 stents dans les fémorales communes et qui doit avoir après un pontage fémoropoplité? Alors, d'une part, il se complique peu au niveau de la fémorale commune avec les stents, c'est ce qu'on a vu. Le cas que tu as, effectivement, ça s'est présenté, moi, avec un patient qui est passé en ischémie critique, avec une dégradation FEMPOP. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un abord électif de la profonde et on a fait un pontage fémoro-jambier à partir de la profonde. Non, le premier segment, on va toucher, c'est une artère qui est relativement plus saine. Donc, bon. Et après, globalement, quand on fait une endarterectomie, on retire la plaque et si le stent est posé correctement, il est au niveau de la plaque. Donc ça ne pose vraiment pas de problème de retirer des stents au niveau fémoral commun. Ça vient avec la plaque quand il faut retirer la plaque. La plupart du temps, on est obligé de revenir à cause de dégradation en amont de carrefour orthobiliaque. Techniquement, c'est vraiment pas un souci. Moi, j'avais une question qui m'intéresse un peu indirectement, puisque je fais partie de l'étude TECO. Est-ce qu'il est prévu parce que 2 ans c'est bien, mais enfin des fois on aimerait bien avoir un recul à 5 ans par exemple. Est-ce que c'est prévu? Non, c'était pas budgétisé, c'était pas prévu. Alors après, effectivement, j'entends bien que le recul effectivement est insuffisant. C'est tout à fait vrai, je suis d'accord. Soyez curieux, regardez les suivis en chirurgie. Parce qu'en chirurgie, tout le monde dit, mais de toute façon, recul c'est génial. On n'a pas de complications, on n'a jamais de complications dans le centre. Il n'y a pas d'études de long terme pour la fémorale commune en chirurgie. Il y a extrêmement peu de données, mais c'est d'une pauvreté hallucinante. Le traitement chirurgical de la fémorale commune, le peu de papier, ils ont retrouvé le même taux de complications périopératoires. Alain Cardon, également à Rennes, avait trouvé 20% dans les années 2000, fin 90-2000. Et lorsqu'on regarde les données à long terme du trépied fémoral, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, moi, je serais également prudent de dire, bon, de toute façon, il y a une pérennité du traitement chirurgical. Bon. Ok. Alors, on a pris un petit peu de retard, mais comme je suis modérateur, je peux faire ce que je veux. Juste une question très pratique pour les médecins qui voient ensuite, les médecins généralistes qui voient ensuite les patients. Consensus sur le traitement anti-agrégant plaquettaire post-stent dans l'artériopathie des membres inférieurs? C'est extrêmement pauvre. Il n'y a pas de recommandation sur... Donc, dans l'étude, c'était laissé à la discrétion de chaque centre. Donc, chaque centre faisait le protocole d'un anti-agrégant qu'il avait l'habitude de faire. Donc, généralement, c'est entre 1 et 6 mois de double intégration plaquettaire. Nous, ce qu'on fait, c'est 3 mois de double intégration plaquettaire. Mais je n'ai pas de réponse claire à donner. Et ensuite, contrairement au coronaire, et ensuite, c'est clopidogrel. Voilà. D'ailleurs, ce qui fait partie maintenant des recommandations de la Société européenne, hein, ils ont basculé vers le clopidogrel en première intention. Très bien. Merci Yann.